Chapitre 34 L'Équateur revisité. Le Venezuela représentait un cas classique. Cependant, en y observant le déroulement des événements, il m'a paru clairement que le véritable combat se livrait plutôt dans un autre pays. Ce combat était encore plus important, non parce qu'il impliquait davantage de dollars ou de vies humaines, mais parce que son enjeu dépassait largement les buts matérialistes qui définissent généralement les empires. Les lignes de bataille s'étendaient au-delà des armées de banquiers, de cadres d'entreprises et de politiciens. Ce combat avait lieu au plus profond de l'âme de la civilisation moderne et dans un pays que j'avais appris à connaître et à aimer, celui où j'avais d'abord travaillé comme volontaire des Peace Corps, l'Équateur. Depuis mon premier séjour là-bas, en 1968, ce petit pays était devenu la victime type de la corporatocratie. Les assassins financiers, ceux dont j'étais et leurs successeurs commerciaux, avaient réussi à le conduire virtuellement à la faillite. Nous lui avions prêté des milliards de dollars afin qu'il engage nos firmes d'ingénierie et de construction pour réaliser des projets qui profiteraient à ses plus riches familles. Il en est résulté qu'au cours de ces 3 décennies, le niveau de pauvreté officielle est passé de 50 à 70%, celui du chômage ou du sous-emploi de 15 à 70%. La dette publique de 240 millions de dollars à 16 milliards, et la part des ressources nationales allouées aux citoyens les plus pauvres de 20% à 6%. Aujourd'hui, l'Équateur doit consacrer presque 50% de son budget national au remboursement de ses dettes au lieu d'améliorer le sort de ses habitants qui sont classés officiellement comme dangereusement pauvres. La situation en Équateur démontre clairement que ce ne fut pas là le résultat d'une conspiration, mais plutôt d'un processus qui s'est déroulé à la fois sous des gouvernements démocrates et républicains, et dans lequel furent impliquées toutes les grandes banques multinationales, plusieurs compagnies, ainsi que les organismes d'aide étrangère d'une multitude de pays. Les États-Unis ont joué le rôle principal, certes, mais il y a eu d'autres acteurs. Pendant ces 3 décennies, des milliers d'hommes et de femmes ont contribué à créer cette situation précaire dans laquelle se trouvait l'Équateur au début du millénaire. Certains avaient, tout comme moi, agi sciemment, mais la plupart avaient simplement accompli les tâches qu'on leur avait apprises dans les écoles de commerce, d'ingénierie et de droit, ou avaient suivi l'exemple de patrons comme moi, qui faisaient la démonstration du système par leur propre cupidité et par les récompenses ou punitions destinées à le perpétuer. Au pire, cela considérait qu'ils jouaient un rôle mineur, au mieux qu'ils aidaient une nation pauvre. Bien qu'ils fussent inconscients, qu'on les ait trompés, et même dans plusieurs cas qu'ils se soient illusionnés, ces acteurs n'étaient pas membres d'une conspiration secrète, mais plutôt les produits d'un système promouvant la plus subtile et la plus efficace forme d'impérialisme que le monde ait jamais connue. Personne n'a eu à leur offrir des pots de vin ni à leur faire des menaces. Ils avaient déjà tous été recrutés par des compagnies, des banques et des agences gouvernementales. Les pots de vin, c'était leur salaire, leurs primes, leurs pensions et leurs polices d'assurance. Les menaces, c'était le contexte social, la pression des collègues et l'inquiétude quant à l'avenir et à l'éducation de leurs enfants. Le système avait réussi spectaculairement. Dès le début du millénaire, l'Équateur était parfaitement pris au piège. Nous le tenions, tout comme un parrain de la mafia tient l'homme dont il a financé et refinancé l'entreprise, ainsi que le mariage de sa fille. Comme tous les bons mafiosi, nous avions pris notre temps. Nous pouvions nous permettre d'être patients, sachant que sous les forêts tropicales de l'Équateur se trouvait une mer de pétrole et que nous finirons par y accéder un jour. Ce jour était presque venu lorsque, au début de 2003, je quittais Quito pour me rendre dans la ville de Shell, située en pleine jungle, au volant de mon Subaru Outback. Chavez avait repris le pouvoir au Venezuela. Il avait défié George W. Bush et il avait gagné. Saddam tenait bon et se préparait à l'invasion américaine. Les réserves de pétrole étaient à leur plus bas niveau en presque 3 décennies et les chances d'en obtenir davantage de nos principales sources étaient minces, comme l'était d'ailleurs le bilan de la corporatocratie. Il nous fallait réussir un bon coup. Les temps étaient venus de réclamer notre dû à l'Équateur. Au moment où je dépassais en Subaru le monstrueux barrage du fleuve Pastaza, je compris qu'en Équateur le combat n'était pas simplement la lutte classique entre les riches et les pauvres, les exploiteurs et les exploités. Il avait pour enjeu la nature même de notre civilisation. Nous désirions forcer ce petit pays à ouvrir ses forêts amazoniennes à nos compagnies pétrolières, alors qu'il en résulterait une dévastation incommensurable.
Si nous insistions pour réclamer le remboursement de la dette, les conséquences dépasseraient l'entendement. Il ne s'agissait pas uniquement de la destruction de cultures indigènes, de vies humaines et de centaines de milliers d'espèces animales, reptiles, poissons, insectes et végétales, dont certaines contenaient peut-être le remède à plusieurs maladies. Il ne s'agissait pas seulement de l'utilité des forêts tropicales, qui absorbent les gaz mortels à effet de serre produits par nos industries, libèrent l'oxygène nécessaire à notre vie et ensemencent les nuages, lesquels produisent une grande partie de l'eau de la planète. L'enjeu dépassait tous les arguments habituels des écologistes en faveur de la préservation de ces forêts et il touchait au fond de notre âme. Si nous poursuivions cette stratégie, nous perpétuerions un modèle impérialiste bien antérieur à l'Empire romain. Nous décrions l'esclavage, mais notre empire global réduit en esclavage plus de gens que l'ont fait les anciens romains et tous les autres empires coloniaux qui nous ont précédés. Comment pouvions-nous appliquer à l'Équateur une politique si aveugle sans que notre conscience collective s'en ressente ? Tandis que je regardais par la fenêtre du Subaru les flancs déboisés des Andes, une région qui, au temps de mon séjour dans les Peace Corps, était luxuriante, je compris soudain que ma vision de l'Équateur comme lieu crucial du combat était purement personnelle. En fait, chaque pays où j'avais travaillé, chaque pays possédant des ressources convoitées par l'Empire était tout aussi crucial dans ce combat. J'étais particulièrement attaché à celui-ci simplement parce que j'y avais perdu mon innocence à la fin des années 60. Ma perception était donc éminemment subjective. Bien que les forêts tropicales équatoriennes soient précieuses, tout comme le sont les peuples indigènes qui les habitent et toutes les formes de vie qu'elles renferment, elles ne le sont pas plus que les déserts d'Iran et les bédouins auxquels appartenait Yamin. Elles ne le sont pas plus que les montagnes de Java, les mers qui se trouvent au large des côtes des Philippines, les steppes d'Asie, les savanes d'Afrique, les forêts d'Amérique du Nord, la calotte glaciaire de l'Arctique ou des centaines d'autres endroits menacés. En chacun de ces lieux se déroule le véritable combat et chacun d'eux nous oblige donc à sonder notre âme individuelle et collective. Je me souviens d'une statistique qui résume tout. Le ratio du revenu moyen du cinquième de la population des pays les plus riches à celui du cinquième de la population des pays les plus pauvres est passé de 30 pour 1 en 1960 à 74 pour 1 en 1995. Et la Banque mondiale, l'Agence américaine du développement international, le Fonds monétaire international, ainsi que toutes les autres banques, compagnies et tous les autres gouvernements impliqués dans l'aide internationale continuent de nous dire qu'ils font leur travail et qu'il y a eu du progrès. J'étais donc de retour en Équateur, ce pays qui ne constituait que l'un des nombreux lieux du combat, mais qui m'était plus cher que les autres. On était en 2003, 35 ans après ma première venue dans ce pays en tant que membre d'une organisation américaine dont le nom contient le mot paix. Et cette fois, j'étais là pour tenter de prévenir une guerre que j'avais contribué à provoquer depuis 3 décennies. On pourrait croire que les tragiques événements d'Afghanistan, d'Irak et du Venezuela suffiraient à nous dissuader de créer un autre conflit, mais la situation en Équateur était très différente de celle de ces pays. Cette guerre ne nécessiterait pas l'intervention de l'armée américaine car elle serait menée par des guerriers indigènes armés uniquement de lances, de machettes et de fusils à un coup, se chargeant par la bouche du canon. Ils affronteraient une armée équatorienne moderne, une poignée de conseillers des forces spéciales américaines, ainsi que des mercenaires entraînés par les chacals et engagés par les compagnies pétrolières. Tout comme le conflit de 1995 entre l'Équateur et le Pérou, ce serait une guerre dont la plupart des Américains n'entendraient jamais parler. Malheureusement, une récente escalade en avait accru la probabilité. En décembre 2002, les représentants d'une compagnie pétrolière accusèrent une communauté indigène d'avoir pris en otage une équipe d'employés. On laissa entendre que les guerriers impliqués dans cet enlèvement étaient membres d'un groupe terroriste possiblement lié à Al-Qaïda. La situation était particulièrement compliquée car la compagnie pétrolière n'avait pas reçu la permission du gouvernement pour commencer le forage. Cependant, cette compagnie affirmait que ses employés avaient le droit d'effectuer des recherches préliminaires sans forage, ce qui fut contesté avec véhémence par les groupes indigènes quelques jours plus tard, quand ils donnèrent leur version de l'histoire. Selon les représentants tribaux, les travailleurs pétroliers avaient pénétré dans un territoire qui leur était interdit. Les guerriers ne portaient pas d'armes et ils n'avaient menacé les travailleurs pétroliers d'aucune violence. En fait, ils les avaient escortés jusqu'à leur village, où ils leur avaient offert de la nourriture et de la chicha, une bière locale. Tandis que leurs visiteurs festoyaient, les guerriers avaient persuadé leur guide de les ramener.
Selon les indigènes, les travailleurs n'avaient pas été retenus contre leur volonté, ils avaient été libres d'aller où ils voulaient. En roulant sur cette route, je me rappelais ce que les Chouars m'avaient dit en 1990 lorsque j'étais retourné leur offrir mon aide pour sauver leur forêt après avoir vendu IPS. Le monde est tel qu'on le rêve, m'avait-il dit. Puis il m'avait fait remarquer que nous, au nord, nous avions rêvé d'énormes industries, d'un tas de voitures et de gigantesques gratte-ciel, et que maintenant nous découvrions que notre vision était en fait un cauchemar qui finirait par nous détruire. Changez ce rêve, m'avaient conseillé les Chouars. Et pourtant, plus d'une décennie plus tard, et malgré le travail de plusieurs personnes et organismes à but non lucratif, y compris ceux avec lesquels j'avais œuvré, le cauchemar avait atteint des proportions terrifiantes. Dès mon arrivée dans la ville de Chelles, on me fit sortir de mon véhicule pour m'emmener à une réunion à laquelle participaient des hommes et des femmes de plusieurs tribus. Quichua, Chouar, Achouar, Chiviar et Zaparos. Certains avaient marché dans la jungle pendant des jours, tandis que d'autres y étaient venus dans de petits avions payés par les organismes non lucratifs. Quelques-uns avaient le visage peint et portaient leur jupe traditionnelle ainsi qu'un bandeau garni de plumes, mais la plupart, pour imiter les citadins, portaient un pantalon, un t-shirt et des souliers. Les représentants de la communauté accusés d'avoir pris des otages parlèrent en premier. Ils nous dirent que, peu après le retour des travailleurs pétroliers à leur compagnie, plus d'une centaine de soldats équatoriens étaient arrivés dans leur village. Ils nous rappelèrent que c'était au début d'une saison particulière dans la forêt tropicale, la période fructifère du Chonta. Il s'agit d'un arbre sacré dont l'apparition des fruits, une seule fois par an, signale le début de la saison de l'accouplement pour plusieurs espèces d'oiseaux de la région, dont certaines sont rares et menacées. Pendant cette période, ces oiseaux sont extrêmement vulnérables et les indigènes en interdisent donc la chasse. Les soldats n'auraient pas pu venir à un pire moment, nous expliqua une femme. Je sentais sa douleur et celle de ses compagnons alors qu'ils racontaient les méfaits de ces soldats, qui avaient ignoré leurs interdictions. Ils avaient tiré sur les oiseaux, pour le plaisir du sport et aussi pour manger. De plus, ils avaient saccagé les potagers, les plantations de bananiers et les champs de manioc, détruisant parfois irrémédiablement la mince couche arabe du sol. Ils avaient utilisé des explosifs pour pêcher dans les rivières, manger les animaux domestiques, confisquer les fusils et les sarbacanes des chasseurs, creuser des latrines inadéquates, polluer les rivières avec de l'essence et des solvants, agresser sexuellement les femmes et négliger de disposer adéquatement des ordures, ce qui avait attiré les insectes et la vermine. Nous avions deux options, dit un homme. Nous battre ou ravaler notre orgueil et tenter de réparer les dégâts. Nous avons décidé de ne pas nous battre tout de suite. Il décrivit comment il avait tenté de compenser les abus commis par les militaires en exhortant leur peuple à se passer de nourriture. Il appelait cela un jeûne, mais cela ressemblait plutôt à de la famine volontaire. Les vieux et les enfants souffrirent de malnutrition et tombèrent malades. Ils parlèrent de menaces et de pots de vin. Mon fils, dit une femme, parle anglais aussi bien que l'espagnol et plusieurs dialectes indigènes. Il a travaillé comme guide et interprète pour une compagnie d'écotourisme qui lui payait un salaire décent. La compagnie pétrolière lui a alors offert 10 fois plus. Que pouvait-il faire? Maintenant, il écrit des lettres dénonçant son ancien employeur et toutes les autres compagnies venues nous aider, et dans ces lettres, il dit que les compagnies pétrolières sont nos amis. Elle se secoua comme un chien sortant de l'eau. Il n'est plus des nôtres, mon propre fils. Un vieil homme se leva ensuite pour parler. Il portait la coiffure traditionnelle en plumes de toucan des chamans. Vous savez que les 3 personnes que nous avions élues pour nous représenter contre les compagnies pétrolières sont mortes dans un accident d'avion, affirma-t-il. Eh bien, je ne vais pas répéter ici ce que plusieurs disent, à savoir que l'accident a été provoqué par les compagnies pétrolières, mais je peux vous affirmer que ces 3 morts ont créé un grand trou dans notre organisation, et que les compagnies se sont empressées de le remplir de l'argent. Un autre homme sortit un contrat qu'il se mit à lire. En échange de 300 000 $, ce contrat cédait un vaste territoire à une compagnie d'exploitation forestière. Il était signé par 3 officiels tribaux. Ce ne sont pas leurs véritables signatures, dit-il. Je suis bien placé pour le savoir, car l'un d'eux est mon frère. C'est un autre genre d'assassinat, discréditaient nos chefs. Il était étrangement approprié que cela ait eu lieu dans une région de l'Équateur où les compagnies pétrolières n'avaient pas encore reçu la permission de forer. Elles l'avaient fait dans tellement de régions avoisinantes, et les indigènes en avaient vu le résultat, la destruction de leurs voisins. En les écoutant, je me demandais comment réagiraient mes compatriotes si des réunions comme celle-ci étaient télédiffusées par CNN ou rapportées par les bulletins de nouvelles du soir. Les révélations qui étaient faites s'avéraient profondément troublantes.
Mais il se produisit aussi autre chose en dehors du contexte formel de cette assemblée. Lors des pauses, à midi et le soir, alors que je parlais individuellement à certaines personnes, plusieurs d'entre elles me demandèrent pourquoi les États-Unis menaçaient l'Irak. Les premières pages des journaux équatoriens parlaient de la guerre imminente et le faisaient bien différemment des médias américains. On y mentionnait que la famille Bush possédait des compagnies pétrolières et la United Fruit, et que le vice-président Cheney avait été PDG de Halliburton. On faisait la lecture de ces journaux à des hommes et à des femmes qui n'étaient jamais allés à l'école. Chacun pourtant semblait s'intéresser à cette question. Voilà qu'en pleine forêt amazonienne, parmi des gens illettrés que bien des Nord-Américains considéraient comme attardés et même sauvages, j'entendais poser des questions pertinentes portant sur la nature même de l'empire global. Je sortis de Shell, repassai devant le barrage hydroélectrique et poursuivis ma route dans les Andes tout en réfléchissant à la différence entre ce que j'avais entendu durant cette visite en Équateur et ce que j'étais habitué d'entendre aux États-Unis. Nous avions beaucoup à apprendre des tribus amazoniennes. Malgré toute notre instruction, la lecture de magazines et les nouvelles télévisées, nous n'avions pas cette conscience que les indigènes possédaient. Je songeais alors à la prophétie de l'aigle et du condor que j'avais entendue plusieurs fois en Amérique latine et à des prophéties similaires que j'avais entendues ailleurs dans le monde. Dans presque chaque culture que je connais, des prophéties mentionnent que nous sommes entrés dans une ère de transition importante à la fin des années 90. Tant dans les monastères himalayens que sur les sites sacrés d'Indonésie ou dans les réserves amérindiennes d'Amérique du Nord et dans les profondeurs de l'Amazonie qu'au sommet des Andes ou dans les anciennes cités mayas d'Amérique centrale, j'ai entendu dire que notre époque constitue un moment particulier de l'histoire humaine et que chacun d'entre nous y est né parce qu'il a une mission à accomplir. Les noms de ces prophéties et leurs formulations diffèrent légèrement. Certaines parlent d'un nouvel âge et d'autres du 3e millénaire, de l'ère du Verseau, du début du 5e soleil ou de la fin des anciens calendriers, du commencement des nouveaux. Malgré leur terminologie variée, cependant, elles ont beaucoup en commun et la prophétie de l'aigle et du condor est typique. Elle rapporte qu'au début des temps, les sociétés humaines se divisèrent en deux groupes, celui du condor, représentant le cœur, intuitif et mystique, et celui de l'aigle, représentant le cerveau, rationnel et matériel. Dans les années 1490, selon la prophétie, les deux voies convergeraient et l'aigle conduirait le condor au bord de l'extinction. Puis 5 siècles plus tard, dans les années 1990, débuterait une nouvelle ère où l'aigle et le condor auraient la possibilité de s'unir et de voler ensemble dans un même ciel en suivant la même voie. S'ils saisissaient cette possibilité, ils créeraient une progéniture remarquable, différente de tout ce que l'on a connu auparavant. La prophétie de l'aigle et du condor peut être comprise de plusieurs façons. L'interprétation la plus courante est celle-ci. Elle prédit le partage du savoir indigène avec les technologies scientifiques, l'équilibrage du yin et du yang et l'union des cultures du nord et du sud. Cependant, son message le plus important concerne la conscience. Il dit que nous sommes entrés dans une ère où nous pouvons bénéficier de diverses visions de nous-mêmes et du monde et les utiliser comme moyen d'atteindre un plus haut niveau de conscience. Comme êtres humains, nous pouvons réellement nous éveiller et évoluer vers une espèce plus consciente. Pour les peuples du Condor de l'Amazonie, il est évident que nous devons nous ouvrir les yeux pour voir les conséquences de nos actes, ceux de l'aigle dans les pays comme l'Irak et l'Équateur, si nous voulons aborder la question du sens de l'existence humaine en ce 3e millénaire et évaluer nos intentions pour les prochaines décennies. Nous devons nous secouer pour nous réveiller. Nous qui appartenons à la plus puissante nation de l'histoire, nous devons cesser de nous préoccuper du dénouement des téléséries, du score des matchs de football, des bilans semestriels et des indices boursiers, et plutôt réévaluer notre identité et l'avenir que nous désirons pour nos enfants. L'autre voie, celle qui nous permet d'éviter les questions importantes, est simplement trop dangereuse.